Bonjour à tous. Donc moi je suis Isabelle de Miranda et je suis accompagnée de Fanny qui est à côté de moi. Déjà merci beaucoup à Bibrac de nous avoir conviés à ce moment d'échange et de partage, et merci de nous donner l'opportunité de pouvoir présenter ce projet et du coup aussi pouvoir recevoir vos critiques, remarques et avis. Alors, hop, tu passes les diapos, ouais, merci. Donc, ce projet fait pas genre qu'on vous présente maintenant est né en 2016, fin d'année 2016, suite à une demande de soutien d'un collège qui est pas très loin de chez nous, du collège Jean Lurçat à Rissorangis, qui a fait des constats de comportements violents d'élèves vis-à-vis de corps enseignants, enfin du corps enseignant, ou même d'élèves entre eux. Plusieurs exemples nous ont été donnés, où des élèves étaient insultés par d'autres élèves garçons, traités de putes, de salopes en cours de récréation, et même en classe, qui indiquait que le droit de disposer de son corps n'était pas quelque chose d'évident pour les garçons vis-à-vis des filles qui avaient des petits copains, des aventures voilà, de leur âge d'adolescente. Des comportements également violents, verbalement violents vis-à-vis du corps enseignant, où dès la sixième, une enseignante a été insultée, quasiment on peut dire ça, par un de ses élèves qui lui dit je sais pas pourquoi c'est vous qui faites la classe, votre place elle est à la maison à faire la cuisine. Voilà, on a aussi un autre constat, c'est qu'ils ont remarqué que des collégiennes dans des copies pouvaient exprimer des interrogations vis-à-vis de l'inceste ou des inquiétudes vis-à-vis du viol, des violences conjugales. Une autre chose qu'on remarque depuis maintenant 6-7 ans aussi, c'est aussi de la prostitution dès la sixième dans certains collèges. Et il y en a à Jean Lurçat aussi. Donc ça, ces constats de prostitution sont nés après ce projet. Et puis, autre chose aussi qui est assez commun, qui existe depuis assez longtemps, c'est un constat aussi d'orientation scolaire et professionnelle très souvent genrée. Du coup, la principale du collège et son adjointe nous ont contactés pour savoir si notre association pouvait répondre à ces inquiétudes, si on pouvait les soutenir et les aider à travailler sur ces questions-là avec les élèves. Donc évidemment, nous, on n'avait jamais travaillé là-dessus, même si on avait déjà un projet archéologie et racisme qui a fait qu'ils nous ont contactés, puisqu'ils se sont dit qu'on travaillait sur des questions comme ça de société un peu brûlante et d'actualité. Et de discrimination. Donc on a travaillé et on a monté, on leur a finalement, au début on leur a dit bon on va y réfléchir, et puis après on y a réfléchi, on leur a dit qu'effectivement l'archéologie pouvait travailler ces questions-là, donc on a bossé, nous de notre côté on leur a proposé un projet. Ouais, c'est moi ça. D'accord. Donc c'est un projet qu'on a monté, qu'on a testé sur différents niveaux scolaires et qu'on a fixé au niveau 5e. Il dure 2 séances. Il y a 2 séances de 2 heures par classe et ça se fait au sein de l'établissement scolaire. Alors on intervient pour le moment dans le scolaire, mais on peut aussi intervenir dans d'autres contextes. L'objectif du projet, il y a 4 objectifs principaux. Le premier qui est de déconstruire les idées reçues sur les sociétés du passé et évidemment la place que ces individus pouvaient y occuper. Chloé Bellard en a parlé. Montrer aussi l'influence et l'impact des représentations de genre sur la construction et la production des connaissances scientifiques. Interroger aussi les représentations des élèves et les processus d'attribution de normes de genre qu'elles sous-tendent,
et acquérir une conscience, que les élèves puissent acquérir, eux, une conscience aussi des mécanismes qui mènent aux discriminations, et du coup, qui empêchent ou qui altèrent l'égalité et la possibilité d'une égalité entre les femmes et les hommes. Tu peux passer la slide. Du coup, je vais laisser Fanny vous présenter le projet, puisque c'est elle aujourd'hui qui est responsable de notre pôle citoyenneté. Et donc, c'est elle qui porte le projet et qui l'anime majoritairement. Donc, c'est la mieux placée pour en discuter en détail. À toi, Fanny. Bonjour à tous. Donc, pour répondre à ces objectifs qu'Isabelle vous a présentés, on propose aux élèves de travailler autour d'un site archéologique qui vous a déjà été présenté auparavant, qui est celui de Vix. Donc je vais vous parler très concrètement de la mise en œuvre de l'atelier avec les élèves. Donc on projette aux élèves qui sont par groupe de 2 ce plan, on leur projette au tableau et on leur donne en parallèle une version A3 du plan qu'ils puissent étudier. Pour éveiller leur curiosité vis-à-vis du sujet de l'atelier et de l'archéologie. Donc pour commencer à discuter de l'archéologie, on leur fait tout simplement se questionner autour de ce plan, qu'est-ce qu'ils y voient, est-ce qu'ils y distinguent des choses, qu'est-ce que ça peut être que ce site, et également comment sont répartis les objets, donc étant donné qu'il s'agit d'un plan laissé par des archéologues qui ont fouillé et qu'il s'agit d'un plan de répartition spatiale des objets. Donc c'est un premier questionnement de la part des élèves à qui on propose donc de se mettre dans la peau d'archéologue à l'étape de la post-fouille, c'est-à-dire que ce site a été fouillé et ils vont devoir étudier les vestiges qui ont été découverts. Pour ça, je fais ta petite main. Pour ça, on transmet aux élèves l'information qu'il s'agit donc d'une structure funéraire qui a été découverte à Vix en Bourgogne. Et on les inscrit dans une dynamique d'enquête en leur posant 3 grandes questions auxquelles ils vont devoir répondre par le biais de l'atelier. Ces 3 grandes questions sont des questions classiques de l'archéologie. La première, c'est quelle est la datation de cette structure funéraire, de quelle époque date cette structure. La deuxième c'est quel est le statut du défunt qui est dans cette tombe, qu'est-ce qu'on peut dire de son rôle social, de son statut social. Et la troisième, et celle qui va le plus nous intéresser pendant cette première séance, c'est est-ce que ce défunt est pour eux plutôt un homme ou plutôt une femme. Pour répondre à ces questions, les élèves vont devoir donc étudier un vestige qui a été découvert dans la tombe. Chaque vestige, chaque groupe d'élèves étudie un vestige. Pour le moment, les vestiges prennent la forme de belles photos A3 de très bonne qualité avec des vignettes qui leur donnent du détail. On est en cours d'acquisition, de reproduction d'objets archéologiques pour leur faire étudier une sélection d'objets qui ont été découverts dans la tombe, puisqu'on ne peut pas leur faire étudier la totalité des objets qui ont été découverts dans la tombe de Vix, étant donné la quantité qu'il y en a. Donc chaque groupe d'élèves a son vestige à étudier. Pour ce faire, ils disposent d'une fiche d'analyse, donc c'est celle que vous voyez sur votre écran, qui leur permet donc d'étudier le vestige. On leur demande dans un premier temps d'observer et de décrire ces vestiges d'une manière, à la façon d'une étude archéologique, pour ensuite pouvoir proposer des hypothèses d'interprétation sur le défunt qui est dans la tombe. Pour mettre les élèves en activité et pour qu'ils soient acteurs de la construction de leurs hypothèses, les élèves ont, pour remplir ces fiches à leur disposition, des catalogues de références, donc comme ceux que vous voyez là, où ils ont la totalité des indices qui leur permet de répondre aux questions qui sont sur la fiche d'analyse. Donc, armés de leur catalogue de références et de leur fiche d'analyse et de leurs vestiges à étudier, les élèves sont normalement en capacité de nous livrer des informations et des hypothèses sur l'individu qui est enterré dans cette tombe. Donc on vous a mis ici quelques photographies d'élèves, donc justement du collège Jean Lursa à Ris-Orangis, qui sont en train d'étudier leurs vestiges. Ici, vous avez un groupe d'élèves qui étudie donc le Nokoé, qui a été découvert dans la tombe de Vix.
qui nous renseigne donc sur la matière de cet objet, quelle est sa fonction, ce que ça peut nous dire sur aussi les échanges entre les différentes cultures, d'où vient cet objet, la datation de la tombe, et enfin, qui a pu utiliser cet objet, qui était la personne qui est enterrée avec cet objet. Nous, c'est une partie de l'activité, enfin une partie du projet pendant ces 2 premières heures, où on se positionne vraiment en accompagnement des élèves, mais on voit sur ces photos qu'ils se saisissent très bien des outils, puisqu'ils sont vraiment la plupart du temps en capacité de remplir la fiche d'analyse d'eux-mêmes sans vraiment avoir besoin de notre aide, à part pour des points vraiment très techniques. On vous a mis aussi ici l'exemple de la coupe à figure noire qui a été découverte également dans la tombe de Vix, et qui est intéressante par son décor. Donc le groupe qui est en charge d'étudier doit décrire et doit nous donner des informations spécifiques sur ce décor. Donc chaque groupe étudie un vestige qui donne des informations spécifiques et qui vont nous donner différentes informations sur le défunt qui est enterré dans la tombe. Et notamment ce fameux torque en or, donc, dont on a parlé plusieurs fois depuis ce matin, qui questionne énormément, puisqu'il s'agit donc visiblement d'un marqueur social important, ce que les élèves saisissent très très bien, et qui questionne également sur qui porte des bijoux aujourd'hui et qui en portait dans le passé. Et donc, c'est aussi une question, c'est un questionnement fort des élèves, et on constate différentes représentations de la part des élèves sur qui porte les bijoux et qu'est-ce que ça peut dire sur la personne qui a pu les porter. Une fois que chaque groupe d'élèves a étudié son vestige, on met en commun leurs hypothèses, alors les informations que nous donnent les vestiges ainsi que les hypothèses qu'ils sont en mesure de nous fournir sur l'identité de l'individu. Donc chaque groupe présente rapidement le vestige qu'il a étudié et ce qu'ils ont pu en déduire. Donc à la fin, ça donne un tableau comme ça, au bout de 1h15 d'activité, où donc on est déjà en mesure de fournir une datation plus ou moins précise de la tombe. Donc les élèves situent la tombe entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, ce qui nous permet donc de contextualiser les découvertes qui ont pu être faites. Donc on parle des peuples celtes et du contexte de la découverte. Et ensuite, les élèves nous font part de leurs hypothèses concernant le défunt, c'est-à-dire du statut social que la personne a pu occuper dans la société qui l'a mis en terre. Donc on voit ici, on vous a mis un exemple qui est assez représentatif de ce qu'on constate pour le moment en atelier, qui est que cette personne est visiblement quelqu'un d'important, qui serait plutôt, il l'estime comme étant plutôt un dirigeant ou une dirigeante, puisque c'est quelqu'un visiblement de riche, c'est quelqu'un qui boit du vin, ce qui apparemment est aussi pour les élèves quelque chose qui veut dire que quelqu'un est important et riche. Et certains objets viennent de loin et ont des matières qui sont plutôt rares, sont faits de matières plutôt rares, donc ce que les élèves estiment saisissent bien comme étant quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et les élèves, la plupart du temps, attribuent donc cette tombe identifient le défunt comme étant un homme, puisque, d'après ce qu'ils nous en disent, vous pouvez le voir écrit, un dirigeant au 5e siècle avant Jésus-Christ serait plutôt un homme et a peu de chances d'être une femme. Il s'appuie aussi sur une reproduction de buzz coxal qui est plutôt masculin, qui sont parvenus à étudier et qui serait plutôt masculin. Et pour ceux qui identifient le défunt comme une femme, c'est parce qu'ils identifient certains vestiges à des objets de cuisine, donc ils associeraient plutôt à des objets féminins. Donc après avoir discuté de ces hypothèses, on revient avec les élèves sur les hypothèses qui ont été formulées par les archéologues et sur également les conclusions qui ont pu être tirées avec les études ADN qui ont été menées sur cette tombe, qui nous disent qu'il s'agit donc de la tombe d'une femme. Et cette activité, donc ces 2 premières heures du projet, nous permettent de discuter de l'idée qu'on a des femmes dans le passé, du rôle qu'elles ont pu occuper,
et aussi de la manière dont nos représentations peuvent impacter la recherche scientifique aujourd'hui encore. Donc la première séance se ferme sur cette activité et ses conclusions. Alors juste pour quelque chose d'important, c'est que l'idée est d'aborder ici, avec cette première partie, et la seconde va aussi le faire, c'est du coup de dépassionner les débats sur l'égalité homme-femme, de mettre à distance les élèves du sujet en les transportant dans le passé, de manière à ce qu'ensuite on puisse revenir dessus, mais que cette première session d'activité puisse les permettre de travailler tranquillement, sans polémique et sans, pour le moment, que ça ait un impact sur l'aujourd'hui. Donc, lors de la deuxième séance de 2 heures, donc, qui a lieu normalement une autre journée, on revient rapidement donc, sur les conclusions de notre étude archéologique, puis on fait émerger les représentations des élèves sur la vision qu'ils ont des hommes et des femmes dans le présent. Pour ça, on vous l'a mis à l'écran, c'est tout simple. On trace sur un paperboard une colonne homme, une colonne femme, et ils nous disent comment aujourd'hui on identifie un homme et on identifie une femme, tout simplement. On a tout ça sur des paperboards pour les garder de côté et les afficher, et qu'on puisse revenir sur ces représentations après et voir si ces représentations ont évolué à la fin de l'atelier. Donc vous voyez ici que les élèves sont en mesure de citer tout un tas de choses qui font des différences entre des hommes et des femmes. Et on a choisi, alors on choisit de trier tous ces critères en 2 grandes catégories, donc qui sont un peu plus simplifiées par rapport à ce qu'a présenté Chloé Bellard juste avant, qui sont le sexe biologique, et le genre, les normes de genre, ce que la société considère comme étant plutôt féminin ou plutôt masculin. Donc on explique aux élèves que nous, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle les normes de genre, le rôle féminin ou masculin que les personnes peuvent occuper dans une société. Et pour ça, pour encore une fois se mettre à distance du sujet, on propose aux élèves d'étudier un personnage historique et d'essayer de le genrer. Donc, chaque groupe d'élèves, à nouveau, a à sa disposition une image d'un personnage sans connaître son identité, des petites vignettes attributs que le groupe place dans un tableau, disons plutôt féminin, plutôt masculin, ou plutôt autre. Et l'objectif, à la fin, est de pouvoir genrer leur personnage et d'émettre des hypothèses sur le genre du personnage qu'ils ont devant eux. Donc vous voyez qu'on a mis plusieurs personnages. Alors ce sont les mêmes personnages mais qui ont parfois une identité plutôt féminine et parfois une identité plutôt masculine. Et donc ça nous permet de voir comment les élèves, à partir de l'apparence physique d'un personnage et de l'image qu'ils en ont, peuvent immédiatement y associer ou non un genre. Une fois que les élèves ont pu genrer leur individu, on leur transmet donc la biographie de ce personnage historique qui est souvent assez connu. Il y en a plusieurs qu'on leur propose et ils peuvent un petit peu comprendre la manière dont ces personnages historiques ont pu soit se conformer, soit déjouer les normes de genre de leur époque, soit vraiment les défier. Et après avoir lu la biographie de leurs personnages, on demande aux élèves, afin de bien s'assurer qu'ils ont que c'est des notions qu'ils ont bien perçues, quel est le sexe biologique de leur personnage, donc leur sexe de naissance, quel est le genre de leur personnage, s'il est plutôt féminin ou plutôt masculin, est-ce que ce sexe et ce genre se correspondent, et si oui ou non, pourquoi. Donc quel événement dans la vie du personnage nous permet de genrer une personne ou pas. Donc là, on vous a mis des petites photos datant de jeudi dernier des élèves en activité et on voit que, enfin, on ne voit pas sur la photo, mais on peut vous dire que c'est déjà des notions dont ils ont saisi qu'elles sont assez culturelles, puisque certains des élèves nous disent, mais par exemple, Louis XIV qui porte des talons, on peut le genrer masculin, mais pour son époque. Aujourd'hui, on le genrerait plutôt féminin. Donc on voit que c'est quelque chose avec lequel ils arrivent à se mettre à distance. Donc, on vous a mis ici les différents personnages qu'on propose d'étudier aux élèves.
Donc on a choisi pour le moment 4 personnages. Louis XIV, qui était très masculin pour son époque, mais qu'on genrerait plutôt féminin aujourd'hui, étant donné ses attributs. George Sand, Jeanne d'Arc et le Chevalier d'Éon. Ces différents personnages de différentes époques nous permettent de discuter de la notion même de normes de genre, de à quel point une époque peut être tolérante ou non au respect de ces normes de genre. Par exemple, Jeanne d'Arc a en partie été tuée parce qu'elle n'a pas respecté ces normes de genre. Et des raisons qui poussent les gens ou qui poussent les individus à se conformer ou non à ces normes de genre. On pense par exemple à George Sand qui a, pour des raisons d'activité professionnelle et des raisons également personnelles, a défié ces normes de genre, les a déjouées. On pense aussi au Chevalier d'Éon qui, pour des raisons qui sont encore parfois un petit peu mystérieuses, si c'est un mélange de personnel et d'influence de son époque sur sa vie, a pu déjouer les normes de genre de son époque. Souvent, cette partie crée de nombreuses questions chez les élèves qui font des liens qui sont parfois assez rapides et dont on perçoit l'émergence de questions au cours de l'activité. Par exemple, pour le Chevalier d'Éon ou pour George Sand, quand on dit qu'ils se travestissent et nous disent immédiatement qu'ils sont gays. Donc on profite de ce moment pour définir tous ensemble différents termes, des termes qui sont liés à l'orientation sexuelle, à la sexualité, à la transidentité, etc. etc. Ensuite, si on en a le temps lors de cette deuxième séance, on propose aux élèves de se projeter encore un petit peu plus dans le présent, puisque les bases sont, les bases de discussion sont plutôt saines, d'étudier les processus mentaux qui mènent à la création de préjugés et de discrimination, c'est-à-dire le processus de catégorisation, c'est-à-dire prendre une partie de la population qu'on va catégoriser, comme par exemple ici on vous a mis l'exemple des blondes, essentialiser cette catégorie de la population à un simple critère, ici on va dire qu'elles sont bêtes, et hiérarchiser cette catégorie par rapport à une autre catégorie de la population. Ici, les blondes qui sont bêtes sont donc moins bien que les brunes ou les bruns. On travaille avec des exemples de préjugés que les élèves nous donnent pour qu'on puisse en discuter tous ensemble et montrer à quel point ces préjugés sont assez absurdes la plupart du temps et sont loin de critères biologiques, justement. Chaque animation se termine par un temps, alors entre 20 et 40 minutes de débat, qui sont souvent très apaisés par rapport au questionnement qu'on a en début d'animation. Et on voit que les élèves sont parvenus à prendre de la distance par rapport au débat et sont loin justement, comme vous le disiez tout à l'heure, de ces questions de polémique, puisqu'on a des bases de discussion communes et on peut avoir des débats qui, je le rappelle pour des élèves de 5e, sont d'un niveau vraiment élevé. Donc on a des questions, par exemple, on a eu des questions sur est-ce que les hommes peuvent porter une djellaba ou est-ce qu'il s'agit d'une robe Et les élèves sont capables d'en discuter tous ensemble dans l'écoute et le respect de tout le monde. Ils sont capables d'en discuter tous ensemble dans l'écoute et le respect de tout le monde. Donc, les effets qu'on constate de ce projet sur les élèves, c'est, comme le disait Isabelle, que s'appuyer sur le passé avec l'étude de la tombe de Vix leur permettre de prendre de la distance par rapport à des préoccupations qui, chez des adolescents, sont assez vives, leur posent vraiment question, font partie de leur questionnement intime, et donc ça permet de dépassionner vraiment ce côté vif des débats. On voit aussi que les élèves sont en capacité de remettre en question le rôle et la place des individus dans les sociétés du passé et donc du présent, souvent. Que les élèves sont à la fin du projet en capacité de distinguer ce qui relève du sexe biologique et ce qui relève des normes de genre qui sont plutôt culturelles. Et enfin, les élèves peuvent découvrir de quelle manière se construisent les préjugés et les discriminations dans le présent en catégorisant différentes personnes au sein d'une société. Ouais. Alors,
ce projet qui est encore en expérimentation, puisque pour le moment, nous n'avons pas encore acquis les reproductions, je sais pas si tu veux dire. Rapidement, nous n'avons pas encore acquis toutes les reproductions des vestiges qui sont présentés. On travaille avec photos. L'idée d'acquérir ces reproductions pour nous est importante parce qu'elles vont permettre d'avoir que les élèves aient des choses concrètes entre les mains. On sait à quel point c'est important. C'est un PowerPoint qui n'est pas le nôtre, c'est ça, c'est pas un PowerPoint qui est présenté à l'écran. Merci. Mais c'était joli et c'est en contexte, hein, donc tout va bien. Donc voilà, normalement, là justement, le PowerPoint va arriver. On travaille actuellement avec le musée d'archéologie nationale situé à Saint-Germain-en-Laye et le musée de Vix, justement pour acquérir ces reproductions et aussi, puisqu'on va alterner entre reproduction en 3D, en résine, à impression 3D, et des reproductions par des artisans. Pourquoi? Parce que c'est la tombe de Vix et encore aujourd'hui, ces objets coûtent aussi très cher. Donc sur la question financière, faut se rendre compte que pour nous, depuis, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet et que c'est un investissement humain et matériel qui se chiffre à environ 30 000 euros. Donc c'est un investissement fort et important. Pourquoi? Parce que le sujet nous semble fort et important et nécessaire. Donc après plusieurs années de tests, là on est en cours de développement et c'est le travail qui est en train de mettre en place aussi Fanny. Donc en 2020-2021, malgré cette pandémie qui est une vraie plaie, tu peux débrancher, ouais, débranche. Malgré cette, désolé, on a le téléphone qui sonne, on est dans nos locaux. Malgré cette grande pandémie, on a intervenu sur 3 collèges. Notre objectif est de toucher des cohortes, c'est-à-dire un ensemble, toutes les classes du même niveau, de manière à ce qu'il y ait du débat entre les classes. Voilà. Donc 14 classes touchées, une association aussi d'accompagnement scolaire avec qui on travaille. Et pour financer ce projet, nous avons le soutien par le biais d'appel à projet du conseil départemental de l'Essonne, de la communauté de communes du Val d'Essonne, du collège Jean Lursa aussi qui contribue au financement et qui elle-même, dont le collège est financé aussi par le CGET, donc la politique de la ville, et on travaille également avec la MIS, la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences, avec qui on travaille sur d'autres projets, mais avec qui aussi on développe des projets dans lesquels on développe aussi des projets archéologie et citoyenneté, comme ce projet fait Pageant. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire? Oui, on voulait également vous dire que l'expérimentation de ce projet a généré la création d'un réseau qu'on a adossé au projet qui s'appelle le RASLEF. Réseau artistique et scientifique de lutte pour l'égalité femmes-hommes. Voilà. Donc, quelle est l'idée de ce réseau? L'idée de ce réseau, c'est de se dire que ce projet génère énormément de questions qui dépassent totalement nos compétences, notamment des questions sur la sexualité. Pourquoi? Parce que les élèves se sentent en confiance avec nous, ils voient qu'on ne les juge pas. La question de dépassionner les débats fait que quand ils parlent de ça, ça vient par eux-mêmes. Nous, on ne leur pose pas de questions, c'est eux-mêmes qui, du fait de vivre ce projet, du coup, posent des questions. Du coup, ils nous parlent énormément et derrière ça, il faut répondre à ces questions, à des questions qui sont vraiment importantes. Donc, on a monté ce réseau pour qu'ensuite les enseignants et le collège aussi, dans sa globalité, puissent faire appel à des intervenants extérieurs, d'autres intervenants, s'ils ne se sentent pas, eux, les compétences ou la force ou la volonté de le faire par eux-mêmes, de faire venir des intervenants extérieurs pour répondre aux questions des élèves ou faire des sorties avec les élèves pour pouvoir y répondre. Voilà. Tu voulais peut-être dire autre chose? Non, j'ai vu qu'il y a des questions. D'accord. Alors Isabelle, justement, on va merci pour s'arrêter votre là. présentation. Ouais.
Il y a quelques questions qui apparaissent sur le chat. Alors, la première des questions, c'est cet atelier s'adresse-t-il plutôt aux collégiens ou également aux élémentaires? On l'a dit en début de projet, ouais, c'est plutôt des cinquièmes, il n'est pas du tout adapté à des élémentaires. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que nous avons créé le RASLEF, ce réseau, puisque l'idée est de regrouper des structures scientifiques et artistiques qui ont la possibilité de répondre et de travailler ce sujet dès la maternelle. Donc l'idée, c'est de monter un réseau qui nous permette d'intervenir sur la question de l'égalité de la maternelle jusqu'au lycée. Et nous, on appelle jusqu'au lycée. Et nous, on intervient sur le niveau 5e. Dans des établissements urbains, périurbains ou ruraux? Oui, alors, pour le moment, on est intervenu surtout sur des établissements urbains, beaucoup en contexte d'éducation prioritaire. Et c'est là qu'on voit la force de ce projet, c'est que des élèves de collèges catégorisés comme difficiles nous parlent très rapidement de questions comme l'homosexualité, la transidentité, des choses qui ne sont pas forcément évidentes et qui pourtant viennent d'elles-mêmes très souvent. Le projet devrait se mettre en place alors au mois de mai-juin, plutôt dans des établissements ruraux. Et là, on verra quelle réception on aura de la part des publics, de ces publics-là. Et quelles questions ils vont nous poser? Et oui, c'est ça. Et est-ce que ça va générer les mêmes questions ou pas du tout? Enfin voilà, à nous de voir comment ça va se présenter. D'accord. D'autres questions, c'est pourriez-vous s'il vous plaît présenter très rapidement Archéomédia et notamment le pôle citoyenneté, mais apparemment je crois que a été mis un lien pour l'association, je crois. Oui, c'est vrai qu'on pour faire très rapide, notre association, donc située dans l'Essonne, son objet c'est la médiation en archéologie, donc faire le lien entre le monde de la recherche et le public. Et donc pour cela, on intervient auprès d'écoles, d'établissements scolaires, de centres de loisirs, de maisons de quartier, de centres sociaux. On intervient aussi sur des sites archéologiques, dans des musées aussi. Donc voilà, toutes les structures qui peuvent nous solliciter pour créer ce lien entre l'archéologie et le public. Et donc, le pôle citoyenneté est né en tant que pôle quand toi tu es arrivé. Enfin, quand tu es arrivé, Fanny, il y a 2 ans maintenant. On l'a nommé, on a structuré l'association en pôle il y a 2 ans. Hein, voilà, et le pôle citoyenneté, est né justement de l'existence de ce projet et d'autres projets qui s'appuient sur l'archéologie pour traiter de questions contemporaines. Donc l'idée, c'est de se dire que dans cette association aussi, on a une préoccupation qui est de se dire comment est-ce que et comment l'archéologie peut répondre à des questions de société, comment elle peut aider les citoyens à répondre à des questions de société. Donc on ne peut pas tout faire, évidemment, mais on a un projet notamment sur archéologie racisme, là, celui-ci sur égalité homme-femme et un autre sur la homophobie, donc archéologie et homophobie sur les discriminations envers les Roms qui s'appelle le nomadisme d'hier aujourd'hui. Voilà, pour faire très court. Autre question, comme c'est un sujet très passionné, comment pouvez-vous expliquer que d'avoir recours au passé dépassionne le débat de ces questions de genre? Vas-y. Oui, alors en fait, il y a 2 choses. Le fait que, en fait, les élèves, en tout cas, en tant qu'élèves, attendent un petit peu un prétexte pour discuter de ça et attendent aussi des bases. Et en fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de définitions. Et en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'ils ont des définitions et des notions communes, les débats sont déjà beaucoup moins passionnés puisque tout le monde part sur des bases communes. Et en fait, nous, c'est vraiment le rôle qu'on s'est donné pour ces projets-là, c'est-à-dire d'apporter des bases de discussion. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. Le fait aussi de se transporter dans le passé permet de dépassionner parce que on parle pas d'eux, on parle pas de nous. Et une fois qu'on revient au présent,
les questions vraiment difficiles sont déjà traitées quasiment, et donc c'est beaucoup moins vif pour eux. En fait, les questions sont traitées dans le passé. Du coup, on les sollicite pas, eux, directement dans leur intimité tout de suite maintenant. C'est plutôt le sujet qu'on traite. On traite le sujet dans le passé, et comme ils le traitent avec d'autres personnes, ben, du coup, ça les renvoie à eux-mêmes, et là, ils ont envie de parler d'eux. Donc, voilà, c'est ça qui dépassionne, en fait. C'est que, du coup, on parle pas d'eux tout de suite, là, maintenant. On va parler d'autres gens. Donc, ils peuvent s'identifier à ces gens-là. Hein, il y a un phénomène peut-être, bon, moi, je suis pas psychologue, mais pas, voilà, mais on a comme une sensation qu'à un moment donné, ils s'identifient à ces gens-là, et du coup, comme ils s'identifient, ils vont parler d'eux. Donc, puis c'est aussi, je pense, le fait de raisonner, en fait, de se mettre tous ensemble à raisonner sur un objet d'étude qu'on va mettre à distance, et en fait, d'éviter d'être dans l'émotion, toujours la polémique, et de se poser et de réfléchir tous ensemble sur ce que ça peut nous dire, et sur, effectivement, c'est des questions qui peuvent être vives, et qui le sont, mais qu'on aussi, je crois que c'est Chloé, comme tu le dis, en fait, c'est aussi un objet d'étude, et une fois qu'ils l'ont vu comme un objet d'étude, forcément, ça dépassionne un petit peu aussi les débats. Dernière question, est-ce que vous avez associé les parents aux ateliers, par exemple? Alors, pas pour le moment. Ça pourrait être un projet on a d'autres projets au sein du pôle citoyenneté sur des ateliers parents-enfants. Celui-ci, faudrait essayer. Pour être honnête, je suis pas certaine que des élèves souffriraient autant en présence de leurs parents, puisque mine de rien, et sans en avoir l'air, ils nous disent énormément de choses, surtout en fin de projet, de leur intimité. Je suis pas certaine que la présence des parents soit aussi efficace en fait pour ce projet. Ouais, c'est justement d'ailleurs, je pense que, en tout cas, ça serait pas notre rôle. Oui. Voilà, ce serait pas notre rôle à nous. Je pense que ça serait un second temps, parce que là, ils se livrent beaucoup quand même, hein, et après, du coup, parfois, ils sont même eux ils acceptent d'être en contradiction avec l'univers familial. Ils acceptent de s'opposer à l'univers familial dans cette discussion-là. Mais du coup, la parole est libre pour eux, alors qu'elle ne serait pas dans l'univers familial. Notamment, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, hein, dans les deux cas. Donc ouais, nous, c'est pas notre rôle. C'est pas parce que justement, nous, l'idée de ce projet, c'est vraiment d'ouvrir les chakras, en gros, hein, d'éveiller la curiosité, d'ouvrir la parole, voilà. Et après, nous, on délègue. Hein, c'est ça notre rôle, et ce qu'on nous a demandé au départ, ça a été ça. Comment faire en sorte que les élèves aient un espace dans lequel travailler. Dans un univers qui est cadré, et voilà, nous c'est ce qu'on apporte avec cette approche scientifique. Merci Fanny, merci Isabelle, merci pour toutes ces explications et ces présentations.